Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne, l'après 150e. Et aujourd'hui, on découvre encore des oiseaux au nom très étrange, puisque Sophie va nous parler du Boubakiki. Comment ça va Sophie? Bah, ça va bien. Écoute, j'étais contente ce soir parce qu'on est parti voir une prairie en fleurs et il y avait toute une troupe, alors je sais pas si ça s'appelle une troupe, mais en tout cas il y en avait plein, de guêpiers d'Europe qui étaient là, au-dessus de la prairie en fleurs, incroyable. avec quelques hirondelles, et bah tout de suite, c'est joli quoi. C'est joli. Incroyable, incroyable. Bah nous on les attend, les guépiers, les hirondelles. Je te dirai quand ils Même repartiront. si, Pour l'instant, ils sont chez nous. N'hésite pas à leur donner une petite lettre, voilà. Mhm. Nous envoie un petit message comme ça. Non mais en vrai les hirondelles, moi j'ai déjà vu première hirondelle cette année. Alors on enregistre le 3 avril hein, pour ceux qui vont prendre l'émission en cours de route. De toute façon vous devrez prendre l'émission en cours de route parce qu'elle sortira pas à la date du 3 avril. Et j'ai déjà eu l'occasion de voir ma première hirondelle rustique. Elles sont tellement rares que c'était un événement en soi. Évidemment. Alors, on parle pas d'hirondelle, on parle pas de guépier, on va Non. parler du Boubakiki. Oui. Et quel Oui, est oui. donc cet oiseau? Alors, ce n'est pas un oiseau, c'est un effet. Oh, ce n'est pas un oiseau. Oh là là, Non, c'est du pas tout. bien. Bah tu nous diras ça dans la première partie. Dans la seconde, parce que moi je vais parler dans la première du junco ardoisé. Et pour le coup, on parlera d'un oiseau. Voilà. Mhm. Mais avant tout ça, Sophie, on va faire notre rétro. Et elle était compliquée à faire cette rétro parce qu'il y a énormément de trucs qui sont sortis ces derniers jours. Je vais commencer, tiens, Ouais. avec un petit carnet rose, d'une certaine manière, Oh, pardon. puisque on a une nouvelle espèce d'oiseau qui a été découverte. Ah oui. Alors, pas vraiment. Parce que, en réalité, cette espèce, on la côtoie depuis très longtemps. Les scientifiques ont l'occasion de la côtoyer sur l'île des Galapagos. Mhm. C'est un héron strié. Et vous allez me dire, le héron strié, c'est une espèce qui existe, puisque c'est une espèce qu'on trouve notamment en Amérique du Nord. On a fait des études génétiques et on a déterminé que la diversité génétique était largement suffisante pour pouvoir la classer en nouvelle espèce. Et donc je vous laisse découvrir le héron de Sundeval, du nom d'un zoologiste suédois. Les Américains, les Anglais s'embêtent beaucoup moins puisque eux ils parlent du lava heron, donc le héron des laves. Et il y a tout Sympa, un ça. papier. Ah ouais. Et il y a tout un papier pour expliquer justement pourquoi on a passé cette sous-espèce en nouvelles espèces et on a procédé notamment à des analyses mitochondriales, Sophie, de l'ADN de ces fameuses mitochondries. Pourquoi on procède à ce genre d'analyse, Sophie, pour identifier justement de nouvelles espèces? Pourquoi l'ADN mitochondrial? Parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais évoqué dans le courrier de la Sterne. Parce que c'est déjà le plus simple à étudier pour commencer. Et puis ça permet de donner des lignées en fait. L'ADN mitochondrial, il est issu de la mère principalement. C'est en tout cas chez l'homme. Donc c'est plus simple de trouver des lignées féminines dans ces cas-là. Donc tu sais à peu près d'où vient ton animal ou ton humain en quelque sorte. Donc c'est plus simple, je pense, d'arriver à savoir si vous avez des individus qui sont plus proches ou moins proches en fonction de cet ADN-là. Savoir que les mitochondries, c'est donc des petits organites qui sont présents dans l'ovule, mais qui sont pas présents dans le spermatozoïde quand il va venir féconder l'ovule. Donc en fait, ces mitochondries vont être uniquement données par la mère lors de la fécondation. Et donc les mitochondries qui vont être que vous possédez vous dans votre corps et dans vos cellules, c'est des mitochondries qui étaient originellement dans les cellules de votre maman. Merci Sophie pour cet éclaircissement et donc une nouvelle espèce, le héron de Sundeval. Ah, je préfère le héron des laves, je t'avoue. Je t'avoue que je préfère aussi le héron des laves, mais il faut quand même rendre hommage à Carl Jacob Sundeval, plus de 230 espèces d'oiseaux décrites par lui-même, observées en Finlande. C'est un des précurseurs en Suède, pardon, j'ai dit Finlande, Suède, de l'ornithologie suédoise. Mais alors, une question me vient.
Il me semble que c'était il y a 1 ou 2 ans qu'on en avait parlé déjà, lors justement du changement de certains noms d'espèces d'oiseaux, où il y avait cette envie de retirer tous les noms d'ornithologues ou d'ailleurs de personnes qui pouvaient être associées à des noms d'oiseaux pour justement ne retenir que finalement des noms comme le héron des laves ou ce genre de choses qui ne sont pas associés à des gens pour éviter toutes les polémiques autour de ces personnalités justement. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant du coup? Bah écoute, Sandoval a l'air d'être clean pour le moment, donc... Jusqu'à ce qu'il ne le soit plus, hein, les mentalités jusqu'à ce qu'il ne évoluent. le soit plus, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et... mais pour le coup, pour l'instant, ça a l'air d'être bon, mais il y aura peut-être une révision si jamais. Et peut-être d'ailleurs que les Américains, les Anglais prennent déjà les devants avec le héron des laves, en sachant que le héron de Sandoval, donc c'est le nom évidemment français comme on l'a dit, mais c'est aussi le nom latin, puisque on parle de Butorides sundevali. Très bien, ok, très bien. Bon. Eh bien écoute, bienvenue à la nouvelle espèce. Exactement. Alors de mon côté, on va partir du côté du casoar. Et il y a une petite étude qui est sortie. Oui. Il fallait en parler. Il fallait en parler. Une étude qui est sortie sur le fameux casque du casoar, que vous connaissez certainement quand même. C'est quelque chose qui est assez visible. Il est bleu quand même, hein, voilà. C'est visible, c'est très visible sur la tête de cet animal-là. Et donc ce casque-là, on savait déjà qu'il était utilisé pour la signalétique, en quelque sorte, entre ces oiseaux-là et la communication, mais il semblerait que quand vous mettez une lumière UV sur ce casque du casoar, il s'illumine très très fort, et sachant que beaucoup d'oiseaux sont capables de voir dans le spectre UV, eh bien, ça en fait un argument en plus en faveur de l'hypothèse de la communication et de l'utilité de cette partie du corps pour la communication chez les casoars à casque. Et ça, c'est très intéressant. Donc encore une fois, la communication non verbale, donc chez ces animaux-là, passe notamment par la lumière et les couleurs, notamment sur le casque. Est-ce que tu connais Felicity Newell, Sophie? Je ne pense pas que son nom te dise quelque chose. Et pourtant, l'étude qu'elle nous a sortie il n'y a pas très très longtemps, avec notamment l'université de Floride, le musée de Floride, je pense va faire date. Parce que elle parle de reproduction d'espèces tropicales. Alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir rentrer plus dans le détail parce que j'aurais bien voulu étudier cette étude, mais elle est en open access et ça, c'est extraordinaire. On a la possibilité de consulter cette étude en open access. Bien. Bref, elle a eu l'occasion, entre 2014 et 2019, de mener des captures et d'assister à de nombreux événements dans les forêts, je crois, du Costa Rica. Donc elle a capturé, et donc c'est une équipe, hein, bien sûr, elle n'est pas toute seule, bien sûr, donc plus de 8000 oiseaux, recensés plus de 4000 événements de nidification, des collectes de plus de 48 000 insectes, ça c'est extraordinaire. Et ce qu'elle a trouvé avec son équipe est absolument fascinant parce que on pensait que les périodes de reproduction des oiseaux pouvaient varier, on va dire, de quelques semaines. Eh bien, il s'avère qu'on a des périodes de reproduction, Sophie, qui peuvent varier jusqu'à 5 mois. C'est-à-dire que pour des oiseaux qui sont très proches géographiquement, des communautés d'oiseaux qui sont très proches géographiquement, l'intervalle entre la nidification d'une espèce A et celui d'une espèce B peut être quasiment d'une demi-année, alors qu'on pensait que c'était quelque chose qui était quasiment fixe, notamment dans ces régions tropicales. Alors il y a plein de raisons qui expliquent tout ça, et évidemment c'est quelque chose qui va être grandement étudié par les scientifiques, mais l'une des raisons est la disponibilité en nourriture qui varie, mais aussi l'hygrométrie, donc c'est-à-dire la présence de pluie, si les pluies sont plus ou moins intenses ou pas, ou si au contraire la sécheresse est plus importante ou pas, qui vont faire varier justement du simple voire au double ces événements de reproduction. Et donc ça c'est une nouvelle étude qui met tout par terre, parce que
Alors qu'on pensait que les oiseaux avaient des périodes de nidification très précises, on se rend compte que c'est beaucoup plus variable que ça, et ça pourrait être beaucoup plus variable aussi intraspécifiquement parlant, c'est-à-dire que pour une même espèce, on pourrait avoir des variations qui sont extrêmement importantes, qui peuvent aller de l'ordre de 3 voire 5 mois. En tout cas, c'est quelque chose qu'ils veulent étudier par la suite. Ouais, disons, effectivement, ça fait une sacrée différence quand même. Ah, c'est assez fantastique, ouais. Assez fantastique. Tout ça, ce sera dans la description, bien sûr. C'est dans Global Change Biology que l'étude a été publiée. Alors moi de mon côté, un petit PNAS qui est sorti le 1er avril. Alors ce n'est pas un poisson d'avril, et non, on ne parle pas de poisson non plus. On va vous parler cette fois-ci de forêt et surtout de zones forestières fragmentées. Alors, vous savez que beaucoup d'habitats naturels ces derniers temps sont très fragmentés, notamment les forêts, il y a des routes qui passent, enfin, on les détruit, on les utilise pour faire d'autres choses, il y a des villes qui se construisent autour, enfin bref, du coup, il reste que des petits bouts de forêt, et on se dit que ça doit pas être terrible pour la conservation, ces petits bouts de forêt. Et il semblerait que, même quand vous avez un tout petit bout de forêt comme ça, tout seul, il y a toujours plus de diversité dans ce petit bout de forêt que sur un petit bout de forêt qui va rester sur une île par exemple, parce que autour sur une île y a rien d'autre en fait, il y a la mer autour et puis c'est tout. Donc en gros ce que ça nous dit cet article là, c'est que si vous avez un tout petit bout de forêt mais que autour de ce petit bout de forêt vous avez d'autres endroits, alors peut-être un petit couvert végétal un petit peu plus loin, pas forcément une forêt mais quelques arbres, une prairie, enfin bref, des lieux qui sont importants aussi, qui sont intéressants, qui sont pas inutiles, pas juste des parkings et du béton en quelque sorte, vous avez quand même une chance d'avoir une très forte diversité d'oiseaux dans ce petit bout de forêt qui va rester, à condition qu'il y ait donc des environnements de qualité en quelque sorte autour de ce bout de forêt, malgré le fait qu'il soit tout seul. Donc ça donne en fait une autre vue, une autre vision de ces habitats fragmentés, avec peut-être un peu d'espoir pour ces endroits-là, en se disant que finalement tout n'est pas perdu, et qu'on pourrait peut-être même les aider et protéger ces endroits-là. Il y a toujours moyen, finalement, d'avoir des espèces intéressantes dans des tout petits bouts de forêt, et de les conserver correctement. Ah super cette étude et cette nouvelle information. Est-ce que tu as d'autres choses à dire, Sophie ? Ah non, écoute, c'est déjà pas si mal pour aujourd'hui. Moi je vais juste continuer pour annoncer 2 choses. Première chose, donc on enregistre le 3 avril comme je l'ai dit en début d'émission. Sachez que le 3 avril c'était les rencontres nationales du plan national d'action pour les pie-grièches. Donc c'est grosso modo une journée d'échange entre diverses spécialistes autour de cet oiseau emblématique qu'on avait déjà évoqué dans le courrier de la Sterne. C'était avec Victor, que vous avez pu redécouvrir dans le précédent épisode. On a eu l'occasion de discuter avec Denis Ray, et d'ailleurs Denis Ray était présent dans ce congrès justement pour échanger autour de cet oiseau. Alors c'est long, bien évidemment, c'est toute une série de conférences avec parfois des sujets parfois difficiles à comprendre si vous n'êtes pas familier avec l'univers de l'écologie au sens on va dire scientifique du terme. Mais voilà, on vous invite à aller consulter tout ça, c'est gratuit, ce sera sur YouTube et ce sera dans la description. Et de manière un peu plus fun, petite publicité, j'ai eu l'occasion de sortir un 2e épisode de Game of Faune et on a parlé du cassican flûteur, Sophie. Oh, c'est top ça. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a un développeur, on en avait parlé il y a quelques semaines, qui a réalisé un jeu sur le cassican flûteur. Il est sorti début février dernier, et donc j'ai eu l'occasion de discuter avec lui pour savoir mais pourquoi avoir fait un jeu sur le cassican flûteur. Et donc voilà, l'occasion de discuter un petit peu avec lui et aussi de vous faire découvrir cet oiseau australien pas comme les autres. Donc voilà, ce sera également à retrouver dans la description pour ce petit article chez Point and Think. Voilà. Super, écoute. Alors, Sophie, avant de parler, ou plutôt avant de ne pas parler d'oiseaux, d'après ce que tu m'as dit, on va quand même continuer cet épisode du courrier de la Sterne avec une première partie sur le junco ardoisé.
Ah, le junco ardoisé, Sophie. Le fameux. Le fameux, pas très connu en France parce qu'il n'est pas présent en France. Il est présent uniquement aux États-Unis. Il est présent à la fois sur la façade ouest et la façade est. On le retrouve également plutôt borné au niveau des frontières du Canada, plutôt très présent d'ailleurs au niveau du Canada, quasiment l'intégralité du pays. Et puis il déborde un tout petit peu sur le nord du Mexique. Alors pourquoi parler de cet oiseau ? Parce que Sophie, on va parler d'un vieux truc. Alors un vieux truc pas si vieux que ça, Sophie. On va parler de la pandémie de Covid-19. C'est pas si vieux. Tu vas me faire sentir vieille là, c'est terrible, hein, franchement. Alors pourquoi parler de cet oiseau ? On avait l'occasion, Sophie, de parler déjà d'oiseaux qui avaient été analysés à la suite de la pandémie pour découvrir différents comportements qui avaient été observés par les différents ornithologues. Là, on va pas parler d'un comportement, quoique si, on va parler d'un comportement, je vais y revenir d'ici quelques instants. Mais avant de parler de tout ça, on va parler du junco. Qu'est-ce que c'est le junco ? Faut imaginer un espèce de moineau domestique, finalement, avec un bec qui est quand même un petit peu moins gros que celui que vous pouvez trouver dans votre jardin. Et c'est un oiseau qui, un peu comme la buse variable, peut avoir plusieurs coloris en fonction de l'endroit où on le trouve. Donc on peut avoir par exemple un mâle avec un corps plutôt marron et une tête d'un noir très intense. On a un oiseau qui va ressembler un petit peu à ce qu'on peut retrouver chez l'accenteur mouché. On a un autre qui va avoir du marron sur le dos. Enfin, je vais pas faire toutes les sous-espèces parce qu'il y en a 15 des sous-espèces de junco, dont apparemment, selon le Cornell Lab of Ornithology, 7 seraient facilement identifiables. Et justement, dans l'étude que je vous présente aujourd'hui, on va parler de la sous-espèce dite Oregon. C'est la toute première que je vous ai présentée, donc celle avec le corps plutôt marron et la tête très intense, d'un noir très intense, qui va être donc étudiée sur le campus de l'Université de Californie à Los Angeles. Donc on est sur un campus, on va dire, universitaire, où les junco sont très étudiés puisque chaque année on fait des relevés justement de ces oiseaux. Ce sont des oiseaux, comme je l'ai dit, apparentés aux moineaux morphologiquement parlant, mais aussi en termes de comportement puisque ce sont des oiseaux qui sont plutôt grégaires. Et d'ailleurs, je les apparente à des moineaux. On pourrait presque même les apparenter à des étourneaux de service, puisque sur le campus, ils se nourrissent notamment des déchets des étudiants en fouillant les poubelles. Donc on a quelques photos où on a le junco perché sur la poubelle qui s'apprête à saisir quelques opportunités. Mais donc Sophie, en 2020, y a un truc qui s'appelle la pandémie, tout le monde est confiné, et chercheurs et étudiants, même s'ils sont confinés, ont l'occasion de revenir de temps en temps sur site pour travailler, et ils constatent des trucs très particuliers, et notamment que le junco a changé de comportement. Parce que comme je l'ai dit précédemment, le junco c'est un oiseau qui se nourrit de manière opportuniste. Et là, l'oiseau, il était plus trop présent. Alors, il se pose la question de savoir ce qui s'est passé. On suppose que l'oiseau est peut-être parti un petit peu ailleurs, sans forcément en être certain. Donc, les chercheurs sont très intrigués, et une fois que quelque part la pandémie se termine d'une certaine manière, ou que du moins toutes les restrictions sont levées et que la vie reprend son cours normal, les junco reviennent quelque part aussi à leurs habitudes primaires, qui étaient justement d'être sur le campus pour se nourrir et pour se reproduire là-bas. Mais on n'a pas terminé pour autant, ou plutôt on a continué les recherches sur le junco. On a continué notamment à analyser les jeunes junco qui naissaient sur le campus, donc entre 2021 et 2024. On a entre 21 et 73 jeunes qui ont été analysés par an dans l'étude, sachant que les dernières années, donc 2023 et
2024 sont les années où on a le plus d'individus qui sont analysés. Et on a aussi analysé, on a la chance, puisque à quelques kilomètres de là, on a la possibilité de voir des junkos se balader, cette fois-ci dans des milieux bien plus naturels. Donc voilà, tout ce qui est forêt, tout ce qui va être, on va dire, milieu beaucoup moins anthropique. Et donc, les chercheurs ont fait un comparatif des oiseaux qu'ils avaient trouvés sur le campus et des oiseaux qu'ils avaient trouvés en dehors du campus. Et ils ont trouvé des trucs très intéressants, Sophie. Ils ont trouvé des trucs très intéressants parce que avant 2017, ou plutôt avant 2019, c'est-à-dire avant la pandémie, on avait des tailles de bec chez les oiseaux du campus qui étaient relativement beaucoup plus petits que des becs d'espèces, on va dire, qui se déplaçaient dans des milieux beaucoup moins urbanisés. À partir de 2020-2021, on a observé que les jeunes avaient un bec qui était plus long. Plus long, alors pas forcément aussi long que celui des junkos qu'on trouvait à la vie sauvage, ou plutôt qu'on trouvait dans des lieux assez peu fréquentés par l'homme, mais des becs plus longs quand même. Et puis, une fois que tout ceci s'est passé, on a observé une diminution de la taille du bec chez les junkos. Donc, ce qu'ils appellent dans l'étude la préanthropose et l'anthropose. Donc l'anthropose, c'est le moment où il y a eu la Covid, et la préanthropose, c'est les moments avant et après. On constate réellement une augmentation de quasiment, on va dire, un quart du bec, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même une augmentation assez significative. Avant que quelque part on retrouve des individus avec un bec qui est à peu près la taille de départ. Et tout ça en l'espace de 5 ans, Sophie. Et même pas en l'espace de 5 ans, puisque j'ai dit qu'entre 2021 et 2022, on avait déjà retrouvé une taille de bec qui était... Enfin, on commençait à retrouver une taille de bec qui était inférieure à ce qu'on trouvait dans la nature. Et là, on se dit, mais incroyable, étude extraordinaire sur l'évolution à court terme. Les oiseaux sont capables d'évoluer de manière quasiment, on va dire, quasiment instantanée. Même si pour le coup, là, j'extrapole énormément la science. Instantané. Voilà. On n'est pas dans Pokémon, on est d'accord là-dessus. Mais il y a Eric Nbondi qui a travaillé sur l'étude et qui est professeur de biologie comportementale, qui voulait quand même revenir sur ces chiffres en disant « Mais attention, c'est pas parce qu'on a observé ça que c'est effectivement notre comportement qui a induit le changement des junkos. » Et lui propose plusieurs choses. Il se disait que peut-être les junkos se nourrissaient dans des environnements différents. Et donc, par des environnements différents, comme je l'ai dit, on a besoin d'un bec plus large. Et donc, comme le bec est plus large, on a besoin justement, les oiseaux qui étaient retrouvés étaient des oiseaux qui évoluent avec un bec plus grand. Et puis, il y a aussi le fait que les junkos qui venaient d'espaces verdoyants, donc forêt ou plaine ou ce genre de choses-là, parce que justement on avait beaucoup moins de dérangements, sont arrivés en ville et ont quelque peu faussé les résultats, ce qui signifie que par la suite, une fois que quelque part l'anthropose s'est terminée, on a eu à nouveau ces populations qui se sont déplacées vers les zones où elles étaient originellement présentes, c'est-à-dire les zones de plaine, ou en tout cas les zones où l'homme était moins susceptible de les déranger. Donc, effectivement, il y a une étude qui est très intéressante. Eric Nbondi souligne quand même qu'on observe une réponse solide à un changement de comportement humain, mais que pour l'instant, on a d'autres hypothèses qui sont posées sur la table
Et surtout, on a observé ce changement lors d'une période extrêmement courte, et il faudrait reproduire cette expérience pour voir effectivement si on a les mêmes résultats. Et je pense que personne ne veut à nouveau connaître une pandémie comme celle de la pandémie non, de Covid-19. Donc, on n'est pas prêt malheureusement d'avoir une reproductibilité des résultats tels qu'on doit l'avoir en science pour valider quelque chose. Donc voilà pour cette étude sur le Junco et son bec à la plasticité intéressante. Ah oui, c'est super intéressant de voir des choses qui évoluent. Mais on a tendance à penser que l'évolution, c'est un phénomène qui est lent, mais c'est pas la première espèce à évoluer sur un temps court. Hein. On avait des lézards, notamment comme ça, qui évoluent assez rapidement. Enfin bref, il y a plein de choses qui évoluent sur des temps courts. Hein. C'est pas... Bon, après, c'est pas non plus des évolutions spectaculaires. Hein. L'oiseau, il deviendra pas un vélociraptor en 2 ans. mais voilà. On n'est pas dans Pokémon, Sophie. Non, exactement. mais bon, mais il y a des évolutions quand même qui sont, je veux dire, un quart du bec, c'est pas rien. Ouais, non, c'est assez impressionnant. Maintenant, il reste à savoir effectivement comment cette évolution a pu se traduire et comment cette évolution a pu être aussi vite réversible. Parce qu'il y a aussi cette notion de réversibilité qu'il y a de présent, à savoir que, comme je l'ai dit, on a retrouvé une taille de bec moins importante, pas forcément la taille de bec qu'on avait au moment de la pré-anthropose, mais en tout cas beaucoup plus proche que celle qu'on avait on va dire, pour les Junco qui évoluaient dans des milieux beaucoup plus ruraux. Oui, comme d'habitude, il y a une histoire de sélection, de facilité d'utilisation du bec dans ces cas-là, parce que bon, si tu as un accès à la nourriture qui est facilité par une certaine forme de bec, ces individus-là seront certainement plus aptes à se reproduire que ceux qui ont moins d'accès à la nourriture. Donc c'est logique en un sens. Donc voilà un petit peu pour le bec du Junco, Sophie. Voilà, ça rejoint d'autres études qui avaient été réalisées sur la Covid. Il y avait notamment eu des études au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris qui avaient été réalisées sur les corneilles, qui montraient que les corneilles les plus expérimentées se débrouillaient mieux pour trouver leur nourriture et que les corneilles les moins expérimentées, elles, galéraient parce qu'elles étaient beaucoup plus habituées à avoir de la nourriture du McDonald's du coin. Voilà. Et oui. Oui. C'est des assistés, ces corneilles, j'ai toujours dit. Ah bah c'est ça, c'est ça. Oh, mon Dieu. Bon écoute, très intéressant, merci. Alors Sophie, c'est quoi le Boubakiki ? Eh ben on va répondre à cette question juste après ce petit passage. Donc Sophie, c'est quoi le Boubakiki ? Question 2 fois de suite. Écoute, le Boubakiki, c'est un effet. Alors si tu n'en as jamais entendu parler, je vais déjà te poser une petite question. Jamais. Ça a été c'est pas un sujet qui est récent parce que ça fait depuis déjà le siècle dernier qu'on en parle. Mais c'est des expériences qui sont très intéressantes sur le langage et notamment le langage humain qui va se traduire aux oiseaux. Enfin, tu vas voir. Donc l'effet Boubakiki, c'est une sorte de corrélation entre la forme d'un objet, donc visuellement, et une certaine phonétique. Donc c'est-à-dire que par exemple, si je te dis Bouba et si je te dis Kiki, normalement tu devrais avoir, si je te demande de choisir entre 2 formes, mettons qu'il y ait une forme qui soit un peu arrondie et une forme qui soit assez pointue, quel mot vas-tu associer à la forme pointue et quel mot vas-tu associer à la forme arrondie ? Si je te dis Bouba et Kiki. Bouba pour le cercle et Kiki pour la forme pointue. Et ben voilà, comme 98% des gens, tu fais cette association. Et donc en fait, c'est justement ça l'effet Boubakiki, c'est-à-dire qu'on va associer donc un phonème, quelque chose d'assez rond, dans notre bouche à une forme qui va être ronde visuellement et on va associer quelque chose qui va sonner un peu
un peu piquant, un peu aigu dans notre bouche, à quelque chose qui va être, pareil, assez piquant, assez aigu, assez pointu au niveau de la forme. Et donc ça, c'est quelque chose qui se retrouve dans quasiment toutes les populations du monde. C'est quelque chose qui a été assez étudié, donc au siècle dernier, ça a été observé pour la première fois dans les années 40, par quelqu'un qui s'appelait... je sais pas si je prononce bien, mais il s'appelait Wolfgang Kohler. Et à l'époque, il n'avait pas utilisé Bouba-Kiki, il avait utilisé Takete et Maluma. Et donc, il essayait de demander aux gens à quelle forme est-ce que vous associeriez Takete et à quelle forme est-ce que tu associerais Maluma. Et donc, Maluma, les gens l'associaient à la forme ronde, c'est assez rond en bouche aussi, et Takete, il l'associait plus à la forme pointue, aiguë, parce que ça a l'air assez aigu comme ça, assez piquant. Ouais, ok. Et donc c'est à partir des années 2000, donc c'est vers 2001 il me semble, que cette fois-ci il y a d'autres chercheurs qui ont repris l'expérience et qui cette fois-ci ont utilisé Kiki et Booba et qui ont demandé à des étudiants, alors à chaque fois il y avait des étudiants anglophones et il y avait des étudiants qui venaient d'Inde, il me semble, qui parlaient le tamoul. Et ils ont, pareil, fait la même expérience, ils ont demandé, quelle forme vous associez à quel phonème, et pareil, ils ont toujours associé, ou quasiment toujours associé, les formes rondes à Booba, et les formes pointues à Kiki. Et donc ça s'est refait pas mal de fois, notamment avec des enfants, parce que bon, c'est bien d'utiliser des étudiants, mais c'est toujours plus intéressant d'utiliser des enfants qui n'ont pas encore eu accès à l'écriture, parce que c'est ça qui est intéressant, savoir est-ce que c'est quelque chose d'inné, finalement. Et donc, quand on prend des enfants qui ont à peu près 2 ans, 2 ans et demi, donc qui savent pas lire encore, hein, c'est un peu trop jeune, et ben eux aussi, ils associent la même chose, les mêmes phonèmes aux mêmes formes. Et ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui a l'air quand même d'être assez inné, finalement, dans notre langage. Et quel que soit le langage, d'ailleurs. Ça change pas que vous soyez anglophone, que vous soyez francophone, que vous soyez, du coup, tamoul ou autre chose. C'est exactement la même chose, hein, ça ne bouge pas. Donc on a entre 95% et 98% des sondés, généralement, qui font, comme ce que tu as fait en début d'émission ici, à associer la forme ronde à Booba. Et on a eu plein d'expériences comme ça qui ont été faites ensuite, qui ont découlé de ça sur des prénoms, sur des mots un peu différents, mais toujours avec des sonorités similaires. Et on a toujours plus ou moins trouvé les mêmes résultats. Et même jusqu'en 2021, on a encore une étude qui a été faite sur plus d'une vingtaine de langues différentes dans le monde, avec les mêmes résultats. Donc c'est quand même quelque chose qui est qui est une expérience justement qui est répétable facilement. Et là, cette année, enfin du moins en 2025. Les oiseaux sont arrivés. Oui, on est parti sur des oiseaux. Et alors justement, cette petite publication étudie l'effet Bouba-Kiki chez des poussins. Donc vous prenez une poule, voilà, vous voyez la poule, vous prenez un poussin nouveau-né de entre 1 et 3 jours, parce qu'ils ont fait l'expérience sur des poussins nouveau-nés de 1 jour et des poussins nouveau-nés de 3 jours, pour être sûr qu'ils n'avaient pas justement été parasités par quelque chose peut-être, ou autre, on ne sait pas. Ils ont, pareil, mis en place une expérience pour essayer de voir s'ils choisissaient en fonction du son une forme plutôt qu'une autre. Et alors, bon, pour la mise en place de l'expérience, évidemment, on parle pas d'êtres humains, donc ça a été un poil plus compliqué. Donc il a fallu déjà qu'ils les habituent au dispositif expérimental, parce que bon, vous allez pas juste leur dire, tiens, maintenant tu choisis une carte. Non. Non. Donc ils les ont mis en fait dans un petit endroit où ils avaient le choix entre 2 cartes. Enfin 2 endroits où il y avait soit une forme ronde, soit une forme plus la forme plus en zigzag, plus piquante. Et dans ce petit endroit, il y avait un haut-parleur qui soit faisait Booba, 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 soit faisait Kiki, Kiki, Kiki. Et donc, en fonction de l'endroit, le poussin allait passer plus de temps d'un côté ou de l'autre de la petite boîte dans laquelle il était, avec soit la forme piquante, soit la forme arrondie. Voilà. Protocoles expérimentaux incroyable. Ah, il est super le protocole, hein, moi j'adore. Mais surtout, en fait, ils leur ont appris aussi, déjà avant, ils avaient utilisé une petite forme qui était un peu
entre guillemets à la limite entre les deux, avec des côtés ronds et des côtés un peu pointus. Il les avait habitués déjà à venir chercher de la nourriture derrière ce petit dispositif. Donc il savait que derrière l'une des deux cartes, il y avait quelque chose à manger. Et en fait, il y avait à manger derrière les deux. C'était pas le problème, c'est pas de leur faire choisir une carte plutôt qu'une autre, c'est de voir vers laquelle ils se dirigent en premier en fait, vers laquelle ils passent le plus de temps aussi. Donc il les avait déjà habitués à venir chercher quelque chose derrière une carte, quelle qu'elle soit, et donc après c'était à eux de choisir celle qu'ils voulaient, au final. Donc ils allaient se diriger de ce côté-là de la pièce de toute façon. Après, de quel côté dans quel angle plutôt, ça c'était à eux de choisir. Donc ils font l'expérience avec les poussins. Et pour être sûr que l'expérience n'est pas parasitée par quoi que ce soit, ils font des tests à côté, ils font aussi un test avec soit aucun son, soit de la musique classique, pour voir si c'est pas juste l'effet haut-parleur plutôt que l'effet son qui va avoir une différence. Et il semblerait qu'avec de la musique classique ou sans rien du tout, bah il n'y ait pas vraiment de choix en fait. C'est plus 50-50 dans ces cas-là. Il y a rien de spécifique qui se passe visiblement. Donc c'est pas visiblement ça a l'air de fonctionner leur test. Quand même il y a une bonne base, ça a l'air d'être ok. Donc, ils lancent l'expérience avec leurs petits poussins. Et alors, il semblerait que, dans les résultats, en tout cas, c'est assez clair, effectivement, quand le son c'est Booba qui est joué par le haut-parleur, eh ben les poussins vont plus se diriger vers la forme arrondie que la forme piquante. Et si le son c'est Kiki, eh ben ils vont effectivement vers la forme piquante. Alors bon, ça marche pas aussi bien que chez les humains, on n'a pas 95% et 98%, là on est plus dans les 70% à peu près. Bon, enfin c'est déjà pas si mal quand même. C'est pas du 50%. Et en tout cas, ça fonctionne, quoi. Hein. C'est quand même assez incroyable. Et c'est d'autant plus incroyable que quand on avait essayé de faire l'expérience chez les grands singes, c'est-à-dire qu'on avait essayé du bonobo, on avait essayé du chimpanzé, on avait essayé des trucs comme ça, et ben ça n'avait pas marché. Oh. Eh oui. Ok. Alors, le problème, et c'est peut-être c'est une possibilité en tous les cas, non négligeable, c'est qu'ils avaient utilisé donc des animaux qui avaient déjà été entraînés à d'autres histoires de langage précédemment, donc notamment à reconnaître des images, des formes, à associer ça à des sons déjà précédemment, et ils se demandent dans l'étude et dans la discussion, c'est intéressant, si ça n'a pas parasité ces résultats-là au final, parce que ce sont des animaux qui avaient déjà un vécu, un passé, et qui peut-être du coup n'ont pas réagi comme il l'aurait fallu à ce genre de son, parce qu'ils avaient une connaissance préalable de certains autres phonèmes qu'ils voulaient associer à certains trucs, enfin bref, ça c'était devenu parasiter l'expérience du coup. Donc ils se sont dit peut-être qu'il faudrait refaire l'expérience chez les grands singes, justement avec un protocole peut-être un peu plus simple à suivre, avec des animaux qui sont peut-être plus jeunes, qui n'ont pas encore appris tout ça, pour arriver vraiment à avoir un résultat correct, comme on a fait avec les bébés humains, en quelque sorte, voir s'il y a une reconnaissance. Donc en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec les poussins, donc un petit poussin, vous prenez un poussin de poule normal, et ben ça fonctionne. Et ça quand même, ils s'y attendaient pas vraiment, parce qu'ils pensaient que c'était qu'une construction du langage humain au final, et que ces sons-là n'étaient pas vraiment utilisés par d'autres espèces. Alors, ils sont pas utilisés par d'autres espèces, vous allez pas entendre une poule faire Booba ou Kiki, hein, ça marchera pas, c'est sûr. Par contre, ce que vous avez on sait pas, peut-être un jour elles s'adapteront, hein, et les poules domineront le monde, je ne sais pas. Mais en tout cas, les goélands d'abord, Sophie, les goélands. Peut-être les goélands. En tout cas, pour le moment, ce n'est pas le cas, mais sachez, cela dit, qu'une poule, c'est pas juste une poule qui fait cote-cote ou cocorico si c'est un coq, hein. Une poule, ça a plus de 30 vocalisations différentes, pour différentes situations en fonction des cas, hein. Donc une poule, c'est quand même capable d'avoir une sorte de langage, mine de rien. Alors un langage, tout est relatif, hein, mais en tout cas ça a des vocalisations très différentes en fonction des situations et en fonction de ce que ça veut faire. Donc il est tout à fait possible qu'une poule, dans la manière dont elle communique, ait des sons qui ressemblent plus ou moins à ce qu'est Booba ou Kiki, et en fonction des moments, qui soient utilisés peut-être pour avertir d'un danger, ou pour autre chose, et que, si ça se trouve, les sons, pareils comme Kiki, vont être plus forts, plus
comment dire, peut-être présenter plus de danger, mettons, peut-être qu'il y a une reconnaissance à ce niveau-là aussi, parce que c'est assez inné chez la poule de faire ce genre de vocalisation finalement. Donc il y a peut-être des reconnaissances aussi à ce niveau-là, qui sont déjà ancrées de manière innée chez les animaux, on sait pas, au final. Peut-être avec des cris d'alarme, qui sont plus, qui penchent plus du côté kiki. Qui sait. Le cocorico. Oui, peut-être. Bon, cocorico, après, faut savoir qu'en fonction de la langue dans laquelle chante le coq, chacun a une interprétation très différente du son que ça fait. Hein. comme tous les chants d'oiseaux d'ailleurs. Ah oui. Donc ça, je ne m'avancerai pas là-dessus. Mais c'est marrant d'ailleurs quand tu lis des guides ornithos et ils te disent ah bah cet oiseau il fait chi chi chi, puis tu regardes un oiseau, tu regardes en anglais, c'est un oiseau qui fait chi chi chi, c'est un autre oiseau. Tu t'as pas l'air d'un idiot là. Tu fais, ah bon, vous êtes sûr hein? Exactement. Donc voilà. En tout cas, moi je trouvais l'expérience intéressante, comme quoi les poules ont encore beaucoup à nous apprendre. Hein. Incroyable. Il y a pour projet de continuer l'expérience sur d'autres familles d'oiseaux ? Alors pas que je sache, non, mais ils avaient fait comprendre que ce serait bien de recommencer avec les grands singes. Je sais pas s'ils le feront eux, j'en sais rien. Mais bon, en tout cas, pour les autres espèces d'oiseaux, je pense pas que ce soit prévu pour le moment. Peut-être à l'avenir, mais ils n'en ont rien dit. Incroyable. Eh ben, merci Sophie pour cet article un peu bizarre, je sais. Dites-nous si dans les commentaires vous êtes beaucoup plus Booba que Kiki. Nous sommes intéressés de le savoir. Qui sait? Qui sait? Vous aurez peut-être des résultats contradictoires. C'est la fin de cet épisode du Courrier de la Sterne. On espère qu'il vous a plu. Merci à vous tous et à vous toutes de l'avoir écouté. On rappelle que l'émission est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. On rappelle que l'émission est à retrouver sur YouTube. Les questions ou les commentaires sur Booba Kiki, ils se font également sur YouTube. Et comme on l'a précisé au début de l'émission, tous les sujets que nous avons évoqués sont dans la description. Les sources de ces sujets sont dans la description. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et rendez-vous la semaine prochaine. Salut à tous, salut à toutes. À plus.